Je suis Olivier Luancy, je suis ravi de vous accueillir ici au nom du CNAM, où j'ai la responsabilité d'un diplôme d'ingénieur spécialité énergétique. On m'a proposé d'ouvrir cette conférence. Alors, d'abord, ouvrir une conférence, c'est remercier ceux qui ont permis qu'elle existe, qu'elle se fasse. Et donc, je voudrais remercier le SIA, le SIA-R pour l'homologue du SIA en Roumanie, Bună seara, les arts et métiers également, et puis les personnes du CNAM qui sont mobilisées, et plus particulièrement pour l'organisation, Nathalie Bois, qui est là. Voilà, merci beaucoup. Adrien Clenchi, qui doit être en distance, je suppose. Après, j'ai un nom. Michael Daliga, c'est ça? Daligan également. Et puis Amélie Danlos, avec qui j'interagis, qui est du CNAM et qui a participé à l'organisation de cette conférence. Alors, le contexte, c'est simple. Par contre, on a un petit écho. Le contexte, c'est simple. C'est la 27e année que nous organisons ensemble cette conférence sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les enjeux de mobilité. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin sur les enjeux de décarbonation. C'est quelque chose qui est une des transitions, je pense, fondamentales. C'est presque une question de civilisation pour nos pays occidentaux qui ont nourri leur économie d'énergie fossile et qui étaient considérés comme étant un bon marché. C'est pour ça qu'elles l'ont fait. C'est l'instant pub aussi sur lequel je glisse que le diplôme dont j'ai la responsabilité au CNAM, on vient d'en changer fortement la maquette afin de former des futurs ingénieurs aux enjeux de décarbonation, que ce soit dans la mobilité, ce qui nous occupe ce soir, dans l'outil productif, toute la décarbonation de l'industrie, mais également dans le troisième grand secteur consommateur d'énergie, qui est le bâtiment. Dans cette 27e conférence, nous allons recevoir des représentants du Shift qui vont nous présenter. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le Shift. D'ailleurs, je ne sais pas si je le connais, mais je ne sais pas si j'ai les bons termes. Alors, je vais m'essayer et puis ces messieurs me corrigeront au cas où. Voilà, vous le présentez. Donc, c'est un think tank en France qui a connu une belle croissance, en tous les cas, de réputation et de production sur tous ces enjeux de transition environnementale et qui a publié à l'automne dernier un rapport sur la souveraineté par la décarbonation. Encore une fois, je pense qu'on retrouve là deux enjeux cruciaux pour nos pays. On est dans un contexte de géopolitique qui nous fait nous reposer les questions de souveraineté de manière totalement différente de celle dont on se les posait, ne serait-ce que dans les années 90. Nous ne sommes plus dans ce monde-là, on n'est plus dans le même monde. Et puis la décarbonation avec une affirmation regrettable du phénomène de réchauffement climatique qui est en train d'impacter la totalité de nos vies. Quand j'en parle, je dis souvent qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui, en tous les cas en Europe, qui ne voit pas la forêt où il allait en étant gamin changer avec des arbres malades à cause du réchauffement climatique, ou le territoire où il a grandi, voir des successions de crues et de sécheresses, voir le littoral où il allait en vacances, avoir un trait de côte qui évolue. C'est le réchauffement climatique qui est aujourd'hui, je pense, non seulement une réalité mesurable et scientifique, mais aussi une réalité perçue, émotionnelle dans chacun de nos vies, de nos parcours. Et donc, nous avons l'honneur d'accueillir Alexandre Barré, qui est le co-auteur de ce rapport, et Laurent Perron, tous les deux du Shift. Laurent Perron est le spécialiste mobilité du Shift, qui vont pendant 45 minutes en présenter le contenu. Suivra une séquence de questions-réponses qui sera animée par Amélie, que je vous ai présentée d'ailleurs, et qui est d'ores et déjà derrière son pupitre pour récupérer les questions que vous auriez à distance dans le chat. Je vous remercie d'être présent, et puis je laisse la parole aux deux représentants du Shift qui vont nous présenter ce rapport. Merci beaucoup.
Merci de cette introduction. Donc, Alexandre Barré. Je vais vous présenter ce rapport avec Laurent. Je vais pousser la chaise pour éviter de tomber et pour pouvoir circuler. Donc, c'est un rapport qui a été présenté en novembre 2025. Bien sûr, on n'avait pas anticipé l'actualité d'aujourd'hui, mais depuis, il a un certain succès. On nous demande beaucoup de présentations, ce qui nous fait toujours plaisir. Et donc, on est très heureux d'être ici pour vous présenter ces éléments. Alors, est-ce que ça marche? Je vais récupérer mon pointeur. Bon, bah, tant pis, je vais faire ça. Voilà. D'abord, le sujet auquel s'intéresse le Shift, en fait, il s'intéresse à un sujet double qui s'appelle la double contrainte carbone. Vous nous connaissez peut-être sur les questions de climat, sur lesquelles on a beaucoup travaillé et qui ont été beaucoup repris dans les médias et dans un certain nombre de réseaux. Mais on travaille aussi depuis le début sur un autre sujet, qui est le sujet de l'énergie, et notamment la sortie des énergies fossiles pour nos économies, et en particulier l'économie française. Et bien sûr, ces deux contraintes sont liées. On ne peut pas regarder l'une sans regarder l'autre. Et l'objet de ce rapport va se concentrer surtout sur la partie énergie. Et donc, je vais assez peu vous parler de climat, en fait, ce soir. Je vais beaucoup vous parler d'énergie, par contre, même que ça, et beaucoup d'énergie fossile. Je peux te laisser, Laurent, présenter le Shift. Merci d'être là, merci de votre accueil. On a un numéro de duettiste avec Alexandre, vous allez voir. Juste pour présenter en quelques mots les missions qu'on s'est données au Shift, en fait la mission elle est double. La première c'est d'éclairer le débat public sur les enjeux climat-énergie. Et on fait ça sous forme de rapports, de notes, comme celle qu'on va vous présenter ce soir, qui sont soit des projets ou des notes sectorielles, soit des sujets transversaux, typiquement l'énergie. Ces rapports et ces études, on les fait toujours avec des experts du secteur. Toujours. Alors que ce soit des experts du secteur, enfin des secteurs économiques ou académiques, mais on fait rarement les choses en chambre, pardon. Mais on les fait avec ceux qui auront à les mettre en œuvre. Donc ça, c'est notre première mission. Et la deuxième, c'est d'aller porter les recommandations qu'on a pu faire dans les rapports auprès des décideurs, plutôt décideurs économiques. Ce qu'on vise principalement au Shift comme cible, c'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Donc plutôt les syndicats, les fédérations professionnelles, les sociétés savantes, et assez peu finalement aux politiques en direct, plutôt par opportunité. Donc on a à la fois une mission d'éclairage, mais aussi une mission d'influence qui est assez forte. On suit notre numéro de duettiste, vous avez vu, qui est tout à fait au point. Alors, physiquement, qui sommes-nous? Donc, le Shift est composé comment? Il est composé d'un bureau avec un président, Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez probablement de nom. Une équipe salariée de 35 salariés, et puis toute une série de chefs de projet et d'experts. Donc c'est un écosystème, vous voyez, de quelque chose entre 100 et 200 personnes qui travaillent sur ces dossiers-là depuis maintenant 2010, donc depuis maintenant 15 ans. Ce think tank, ce think tank est associé à une association de personnes physiques, de bénévoles. De bénévoles, ils sont à peu près 20 000. Et c'est un réseau qui nous permet de travailler et qui nous permet de porter aussi les recommandations du Shift, mais qui fait plein d'autres choses, parce qu'à 20 000, évidemment, pour occuper 20 000 personnes, c'est un peu plus, il faut sortir beaucoup plus de rapports. Ils font aussi toute une série d'activités qui visent à animer le débat sur ces questions-là. Ceci étant dit,
on va rentrer un peu plus dans le sujet. Pour se remettre dans le contexte de la question énergétique, quand on présente ce rapport, souvent les gens oublient, alors bon, depuis quelques semaines, c'est un peu plus vif dans les esprits, mais gardons en mémoire qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas la question du pétrole, mais la question du gaz qui avait agité la société française et la société européenne. Les prix du gaz historique étaient aux alentours de 10-20 euros du mégawattheure. Et puis, en quelques mois, on était monté à peu près 113 euros du mégawattheure en novembre 2021. Donc, quelque chose entre x7 et x10 des prix. Ça lié à des contraintes non pas géologiques, mais des contraintes qu'on a compris plus tard, puisqu'en fait, on a compris en février 2022 pourquoi il y avait plein de défauts sur les livraisons de gaz venant de Russie, puisqu'en fait, en baissant de 30%, les volumes de gaz, la Russie a fait exploser les prix du gaz, et donc c'est augmenté ses revenus de manière complètement astronomique, et donc gagner beaucoup d'argent pour préparer une opération qu'elle avait en février 2022, et qu'elle a ensuite déroulée, et qui a continué à dérouler aujourd'hui. Aujourd'hui, les prix du gaz, alors quand j'avais fait ce graphe en octobre 2025, on était à peu près 35 euros du mégawattheure en prix du gaz. Tout le monde chacun considérant qu'on était revenu à la normale. Vous voyez que la normale, ça reste encore entre 2 et 3 fois plus que ce qu'on connaissait avant la crise. Donc on n'est pas revenu à la normale sur le gaz. Enfin, en octobre, on n'était pas revenu à la normale, et là, ça remonte. Et c'est le deuxième graphe que vous voyez là, qui est lié à la crise qui se situe aujourd'hui en Iran, et surtout au détroit d'Ormuz, qui viennent contraindre les approvisionnements mondiaux sur un certain nombre de produits, dont le pétrole en premier lieu, le gaz naturel liquéfié en deuxième partie. On n'en parlera pas des autres aussi, mais il y a toute une autre série de produits qui passent par ce détroit et qui viennent contraindre l'ensemble de l'activité mondiale. Tout ça, ça a des effets. Alors on le voit sur les effets à la pompe, c'est ce qui inquiète les Français de prime abord, mais ça a des effets économiques assez massifs en fait. Il y a une note de la Banque de France qui est sortie en avril 2025 et qui montre que ces effets sur l'économie sont assez importants et sont asymétriques. C'est-à-dire que quand le prix augmente, il y a des défauts d'entreprise augmentent, quand le prix baisse, elles vont pas mieux. Ça se stabilise, et puis ensuite, dès qu'on remonte, on a des nouveaux défauts, etc., etc. Et donc, ça déstructure en fait l'économie de manière régulière. Ça fait des à-coups dans l'économie française. Alors là, c'est sur les entreprises françaises. Et en plus, ça déstructure de manière asymétrique entre les grandes et les petites entreprises. C'est beaucoup plus dommageable visiblement pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises. En tout cas, c'est ce que mesure la Banque de France. Ce qui est intéressant dans cette note-là, ce n'est pas une note théorique, ils ont pris un panel de plusieurs milliers d'entreprises et ils ont regardé comment elles survivaient à des chocs sur les prix du pétrole. Et donc, ça nous semble, ne serait-ce que pour ça, un point important de se poser la question, mais où est utilisé le pétrole, où sont utilisées les énergies dans les différentes chaînes de valeur de notre économie. Et donc, c'est ça qu'on va regarder ici. C'est ce qu'on se propose de regarder dans notre rapport de 2025. C'est un rapport qui fait suite qui est le 4e rapport sur ces sujets-là. Les premiers rapports sont sortis en 2020, 2021 et 2022. Vous voyez, c'est pas nouveau qu'on travaille sur ces questions-là. Ces 3 rapports de 2020, 2021, 2022 étaient les rapports sur la question de l'offre. On a été regarder là les ressources géologiques et on en parlera un petit peu dans la présentation, et les déplétions qu'on anticipe sur les ressources à la fois en gaz et en pétrole. Les 2 derniers rapports, celui de 2021 et 2022, ont été faits avec le ministère des Armées, cofinancés par le ministère des Armées, parce qu'ils s'intéressent évidemment à toutes ces questions-là, et on voit que nos armées ont quand même une petite capacité à anticiper les crises, puisque depuis, ça n'a fait que s'accentuer. 2025, le rapport qu'on vous présente aujourd'hui est différent. On ne regarde pas l'offre, on regarde la demande. C'est-à-dire qu'on va regarder où est consommé, où sont consommées ces énergies, dans quel pays, sur quelle chaîne de valeur, etc., etc. Et c'est ça qu'on va détailler aujourd'hui et essayer de comprendre en quel volume, parce qu'on essaye de mettre des chiffres. Il y a une notion centrale dans le rapport. On pose une notion centrale, c'est une métrique
c'est une nouvelle métrique, puisqu'elle existait, c'est une métrique qu'on a inventée, qu'on a forgée, qu'on appelle l'exposition énergétique, qui en fait reprend l'ensemble de l'énergie finale, on est qu'en énergie finale à cet endroit-là, l'ensemble de l'énergie finale dont a besoin l'économie française pour fonctionner sur une année. Donc ça comprend toute l'énergie, celle qui est utilisée en France, mais celle qui est utilisée hors de France, qu'elle est utilisée par les foyers, mais qui est utilisée aussi par les entreprises. Donc ça comprend aussi l'énergie dont on a besoin pour nos exportations, à la fois d'énergie, de biens et de services. En 2022, cette énergie et cette exposition énergétique est évaluée à 2550 TWh. Alors bien sûr, on peut la décomposer en 3 blocs. Un bloc qui est l'énergie qu'on produit en France, qui représente 19% de ces 2550 TWh. Donc la France, en fait, n'a la maîtrise que de 20%, un cinquième de l'énergie, de l'exposition énergétique ou de l'énergie dont elle a vraiment besoin pour l'ensemble de son économie. Dans ces 19%, on verra, il y a toute une série d'énergies qui sont celles qui sont vraiment sur notre sol. Les 54%, c'est toutes les importations d'énergie. Donc là, on va trouver essentiellement du pétrole et du gaz. Donc plus de la moitié de l'énergie, de l'exposition énergétique qui est constituée de pétrole et de gaz qui sont importés. Et puis, il y a toute une partie de l'énergie qui représente 27%, qui est une énergie qui est en fait contenue dans les biens et services qu'on importe en France. Donc c'est l'énergie qui a été utilisée en dehors de France, mais à notre bénéfice, pour fabriquer ce machin-là au hasard, enfin toute une partie de trucs qui sont dans la salle, vos vêtements, etc. Il y a toute une partie qui ont été fabriqués hors de France, et pour ça il a fallu l'énergie, et ça représente 27%. Déjà, quand on voit ce graphe-là, on voit que 27%, c'est plus de 19, c'est deux fois, enfin, c'est un peu supérieur à 19%. Ça veut dire qu'il faudrait, si on voulait arrêter nos importations, on ne parle même pas de matières premières, de savoir-faire, si on parle uniquement d'énergie, si on voulait relocaliser toutes les entreprises, toutes les chaînes industrielles sur notre pays, dans notre pays, pour fabriquer tout ce dont on a besoin, il faudrait doubler notre appareil productif énergétique en France, ce dont on est d'accord pour dire que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas accessible, en tout cas, à court terme. Donc, on va garder les importations de biens et de services, c'est quasi certain, et on va voir d'où elles viennent ces importations. Dans ce travail, donc on remonte en fait les consommations d'énergie sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et donc on a été regarder où était consommée l'énergie, mais depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'utilisation du bien, en l'occurrence c'est une voiture. On va les voir. Donc l'énergie qui a été mise en jeu pour extraire la matière première, pour fondre le lingot, fabriquer le lingot de métal, la mise en forme, l'assemblage, etc. Et bien sûr partout dans le monde, et toutes les énergies. Et c'est de ça dont on va parler ici. Alors l'énergie en France, je vais aller très vite là-dessus, c'est 500 TWh, 490 TWh. Donc on va regarder les 2550 TWh. En France, qu'est-ce qu'on produit essentiellement? Des ENR, thermiques, électriques, du nucléaire qu'on a classé comme une énergie domestique. Ce qui est discutable, c'est un choix qui est motivé par le fait que en fait, les stocks d'uranium sont de plusieurs années de consommation. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur que les stocks d'énergie fossile qui nous donnent une autonomie de quelques semaines ou 2-3 mois globalement. Donc en fait on a dit bon, il y a une vraie différence d'ordre de grandeur, donc on a mis l'uranium dans l'énergie domestique. Ça pourrait se discuter, c'est le choix qu'on a fait, c'est un choix méthodologique. Sur les importations d'énergie de la France, ce qui représente un peu plus de la moitié, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les importations d'énergie de la France sont passées par un maximum en 2005. Depuis 2005, nous importons de moins en moins d'énergie en France. Ce qu'on voit également, c'est que, alors je vais aller jusqu'au bout, ce qu'on voit également, c'est que ces énergies sont essentiellement du pétrole et du gaz. Le pétrole représentait les 2/3 de cette énergie en 2005, et maintenant ce n'est plus qu'une grosse moitié, et donc on a une baisse forte de la consommation de pétrole en France, et ça depuis 2005.
Alors, c'est lié à toute une série de phénomènes, mais notamment les efforts que fait, parce que c'est beaucoup les transports, hein, le pétrole, que fait l'industrie automobile dans la consommation. Dans la consommation, on verra quand même que ça n'a pas baissé beaucoup quand même, ça a su juste se stagner. Le gaz a le gaz reste globalement augmente un petit peu. Mais comme le global baisse, le gaz valait un quart des importations d'énergie en 2005 et en 2022, c'est plutôt un tiers. Voilà, et puis ensuite, vous avez tout le reste. Le seul secteur qui ne baisse pas en termes de consommation, c'est le transport. Vous voyez que ça se stabilise. Alors, on passe par un plateau qui arrive aux alentours de 2005. Le transport est le secteur qui résiste le plus à la baisse de la consommation d'énergie. Le bâtiment baisse, l'industrie baisse, et le transport reste stable. On voit la différence entre gazole et essence qui apparaît là, que vous connaissez bien, j'imagine. Et puis, on voit bien sûr la baisse liée à la crise du Covid qui a été massive sur le transport. Et je passe la parole à Laurent. Continuer notre numéro de duettiste. Donc on va faire un tout petit zoom sur l'utilisation du pétrole dans l'automobile. Ce qu'on vous a mis ici, c'est... alors on a essayé de faire un calcul en empreinte sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Si on additionne tout ça, y compris la fabrication, l'usage et la production du carburant, enfin des énergies, on arrive à un total VP plus VUL qui est de l'ordre de 30% des émissions françaises. Donc là, on n'a pas tout le secteur des transports, hein, on n'a que VP VUL. Donc ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième, c'est que les VP et les VUL consomment en gros 50% du pétrole qui est consommé en France. Alexandre ne l'a pas dit, mais on importe plus de 99% de notre pétrole. Et donc pour moitié pour faire rouler les voitures et les camionnettes. Je vous donne quelques indications, quelques chiffres, un peu en vrac, mais que vous avez en tête. Donc on a vu que les émissions, enfin en tout cas la consommation de pétrole baisse peu, voire pas dans les transports. Pour autant, c'est le graphique de gauche, les émissions unitaires, donc en grammes de CO2 par kilomètre, qui est une métrique aussi de la consommation de pétrole évidemment, baissent assez significativement, au moins pour les véhicules neufs qui sont vendus tous les ans. Là, on est passé de quasiment 180 grammes au kilomètre en 95 à autour de un peu moins de 90 l'année dernière. Donc sous l'effet de l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules, et un petit peu, mais pas beaucoup, sous l'effet de l'électrification pour l'instant. Deux autres indicateurs pour avoir les bons chiffres en tête. Je vous ai mis en haut à droite les ventes dans le marché véhicule neuf des voitures électriques à batterie, donc 100% électriques. Donc vous voyez une progression très rapide pour atteindre un peu plus de 20% aujourd'hui. Mais ça fait de l'ordre que de 300 000 véhicules par an, sachant qu'on a dans le parc 40 millions de voitures particulières et un peu plus de 6 millions de véhicules utilitaires légers. Donc 20%, on peut se dire, ouais, c'est pas mal, on est sur une pente intéressante. Mais quand on ramène ça au parc global, des 40 millions de voitures, on est à peine à 4% de véhicules électriques à batterie dans le parc. Donc ce qui veut dire que ça n'a pas encore d'impact significatif sur notre consommation de pétrole. Et même avec des taux de pénétration importants dans le marché, il va se passer encore quelques années avant d'avoir un impact significatif des voitures électriques dans le parc. Petit rappel quand même, mais je pense que vous avez vraisemblablement ça en tête, sur la comparaison entre les émissions de CO2 sur cycle de vie d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Il y a un facteur 4, grosso modo, d'une empreinte carbone d'une voiture électrique, donc en cycle de vie complet,
fabrication de la batterie, fabrication de la voiture, utilisation et fin de vie. Pour une voiture qui roule dans un pays comme la France à électricité décarbonée, le facteur est 4. Il n'y a pas meilleur que l'électrique à batterie en termes de CO2. Et à l'usage, l'écart est encore un peu plus important du fait qu'on a neutralisé les émissions sur la fabrication de la batterie. Bien. Je repasse la parole à mon collègue. Alors, on va regarder maintenant les biens et services, les importations de biens et de services. Et donc, cette énergie qui est contenue dans les importations de biens et de services. Ça représente 27% de notre exposition énergétique, quasiment 700 TWh. Voilà comment ça a évolué en fonction de l'origine, enfin du lieu et consommer l'énergie. Le premier point qu'on remarque, c'est qu'il y a un maximum en 2008. C'est-à-dire que l'énergie contenue dans les biens et services qu'on a importés est passée par un maximum en 2008. Ça a été une surprise nous concernant. On s'était dit, il y a désindustrialisation de la France, donc ça va ne faire qu'augmenter. Eh bien non, en fait, il y a un maximum qui se passe en 2008, et depuis 2008, vous avez un décrochage et ensuite une espèce de palier bas qui dure maintenant depuis de 2008 à 2022 ici. Bon, on verra, on n'a pas les chiffres après 2022. Mais voilà, c'est une des surprises du rapport qu'aujourd'hui on ne s'explique pas bien, pour être tout à fait honnête. Et donc on soumet aussi à votre sagacité d'avoir une explication sur cet élément-là. Bien sûr, après, quand on regarde l'origine, où est consommée cette énergie, donc dans les chaînes de valeur, elle est consommée essentiellement en Europe. La plus grosse part, c'est l'Europe. Autre surprise. On savait évidemment que la France, les principaux partenaires commerciaux de la France, ce sont ses voisins. Par contre, là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est l'ensemble, l'intégration sur l'ensemble des chaînes de valeur. Ça veut dire que l'Europe est plus que le dernier partenaire. Sur la chaîne de valeur, le point le plus important où sont situées les machines, si on les compte en énergie, c'est plutôt en Europe. Le deuxième, l'Asie. Là, ce n'est pas une surprise. On notera que l'Asie a l'air de diminuer un petit peu, c'est probablement lié à l'augmentation de l'efficacité, la modernisation de l'outil de production chinois, parce que là, quand on dit Asie, c'est surtout la Chine, bien évidemment. Alors, évidemment, quand on regarde en valeur économique, et pas en valeur physique, puisque là, on mesure des térawattheures, c'est de la physique, quand on mesure en valeur économique, la Chine ne fait qu'augmenter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Chine nous vend des produits qui ont de plus en plus de valeur. Ils montent en gamme, mais ça ne consomme pas plus d'énergie. Voilà. Et puis après, les autres sont vraiment des crans bien en dessous. Si vous regardez l'Afrique du Nord, l'Amérique ou le Moyen-Orient. Donc vous voyez, avec ces études-là, on arrive à remonter sur les chaînes de valeur et donc commencer à regarder vraiment en détail. Et alors, si on regarde, donc on arrive à faire des graphiques comme ça. Donc là, on commence à attaquer les graphiques. Maintenant que vous êtes chaud, on attaque les graphiques un peu plus trapus. Ça se lit comment ce graphique? Il faut rentrer par le milieu. Si vous regardez par exemple la production de plastique, sur la droite, vous avez les proportions des différentes énergies utilisées. Et donc sur le plastique, sans surprise, beaucoup de pétrole, puisque c'est la matière de base pour fabriquer du plastique, beaucoup de gaz naturel également, et puis un peu d'électricité. Et puis sur la gauche, vous avez l'endroit où sont situées les productions. Et là, sur le plastique, on voit que sur le plastique, que la France prend une part importante. D'accord ? Alors évidemment, quand vous voyez ces deux choses-là, vous vous rendez compte que la crise qu'on vit actuellement sur le prix du pétrole va avoir un impact sur l'industrie plastique et l'industrie plastique en France. C'est un point important quand on réfléchit politique publique. Et là, bon, vous avez les autres éléments. J'imagine que vous, l'acier est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Sur l'acier, on voit quoi ? On voit que le charbon est un point important. Le pétrole, c'est pas un élément important. Donc la crise ne devrait pas avoir d'impact trop d'impact sur l'acier. Et que l'acier se situe finalement, l'acier qui rentre dans l'économie française. Alors, je ne sais pas si c'est pour le secteur automobile, c'est pour l'économie française. Il se fait surtout en France et en Europe.
Vous voyez, alors je vais essayer d'avoir le pointeur, il est là, voilà, l'acier il est ici, vous voyez, là il y a une grosse, alors j'essaye de ne pas cacher, vous avez une grosse barre bleue, la barre France, et puis Europe. Et puis ensuite, bien sûr, c'est l'Asie qui vient, et ça encore une fois, c'est pas une surprise. On peut faire aussi d'autres, alors on descend dans les graphes, on peut descendre avec des mailles plus fines, là on est sur l'industrie manufacturière. Alors, industrie manufacturière, c'est intéressant de voir. Là, on a donc isolé automobile et équipement de transport. Vous voyez, automobile et équipement de transport, on a une grosse part de l'énergie qui est consommée en France pour la production. Hein. Là, on est sur la production. Hein. Donc ça, c'est les usines françaises en fait qui tournent dans le secteur de l'automobile et des équipements de transport. Ils utilisent grosso modo à 40%, tout ça, ça utilise à peu près, alors on va dire, je vais dire 40% à la louche, ça a l'air de faire 40% d'électricité, 20% ou 25% de gaz naturel et 25% de pétrole. Voilà, et donc on arrive à faire ces graphes-là. Il y a manifestement un peu d'Europe aussi, ici, et puis assez peu d'Asie. Pour ce qui est de la production, encore une fois, en France, pour l'économie française, les domaines de transport. Et je te passe le... Mais comment se fait-il que 80%, ce qu'on a vu sur ton graphe, des véhicules soient fabriqués en France? Comment c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'en fait, dans le graphe précédent, on ne distingue pas les imports et les exports. Dit autrement, on fabrique en France encore beaucoup de voitures qu'on exporte. Quand je dis voiture, c'est voiture particulière plus véhicule utilitaire léger. En vrai, on en exporte beaucoup, mais on en importe beaucoup aussi. C'est ce qu'on voit sur le tableau de droite. Hein. Aujourd'hui, moins d'une voiture sur 5 vendue en France, neuve, est fabriquée en France. Donc ça veut dire qu'on en importe 80%, ce qu'on ne voit pas directement sur le graphe précédent, mais on en exporte autant. Donc ça, c'est le premier enseignement. On en importe beaucoup. Et le deuxième enseignement, c'est que la production, mais ça je vous apprends peut-être rien, a quand même beaucoup baissé sur le territoire français depuis le milieu des années 2000 en gros, où on fabriquait sur le territoire près de 3 800 000 véhicules. Là où aujourd'hui, on en produit péniblement 1,4 million. Donc la production française a été divisée par quelque chose entre 2 et 3 en l'espace d'une vingtaine d'années. Le point que je voulais quand même souligner en corollaire de ce truc-là, c'est que l'électrification, il n'y est pas pour grand-chose. Hein. Ça fait 20 ans que la production baisse en France. Hein. Et j'ai mis le lancement de la Zoé parce que ça peut marquer le début d'une certaine forme d'électrification de la production française. Donc vous voyez que la baisse de la production sur le territoire a commencé largement avant. Et le Covid a été la deuxième lame. Et on n'a pas retrouvé, loin s'en faut, les niveaux de production en France qu'on avait pu connaître avant le Covid. Bon, il y a plein d'explications à ça. Hein. Il y a la baisse du marché, certes. Il y a les délocalisations en Europe de l'Est, au Maghreb et ailleurs. Ça, encore une fois, phénomène qui date d'il y a bien longtemps. Et on ne voit pas encore dans les chiffres qu'a montré Alexandre, on ne voit pas encore des importations massives venant d'Asie. Sur la partie acier, juste pour illustrer ce que disait Alexandre juste avant, l'acier, enfin les métaux ferreux, disons, représentent en gros 70% de la masse d'une voiture en moyenne, hein, dont l'acier est une grosse partie. Et pour le coup, la baisse de la production d'acier pour l'automobile a baissé de façon moins significative que la production des unités en elles-mêmes. Pour une raison assez simple, c'est que les véhicules qu'on fabrique aujourd'hui sont en moyenne beaucoup plus lourds et donc consomment beaucoup plus d'acier que par le passé. En gros, hein, le chiffre, c'est qu'en 30 ans, sous différents effets, la masse des voitures a pris 300 kg.
Je vous ai mis ici l'évolution de la masse moyenne des véhicules neufs vendus en France, essence. Mais toutes les caractéristiques des véhicules ont augmenté, la puissance fois 1,5, la largeur, la hauteur, ce que vous voulez. Mais la masse de façon assez significative sous plusieurs effets qu'on pourrait détailler, mais ce n'est pas forcément l'objet, mais je pourrais répondre aux questions s'il y en a. Voilà, donc la production d'acier continue à être importante. Un point, mais qui va rejoindre un peu les messages suivants. Donc en gros, 70% de métaux ferreux, ça fait 800 kg d'acier en gros dans une voiture. Et je vous ai mis 2 ordres de grandeur de quantité d'énergie qu'il faut pour fabriquer ces 800 kg d'acier. Dans un haut fourneau classique, en gros 5000 kWh. Donc qui consomme du charbon et ce qu'on veut. Et dans un four à arc électrique, c'est 10 fois moins. Donc, vu de la simple énergie, sans parler de CO2, on consomme 10 fois moins d'électricité dans un four électrique que dans un haut fourneau. Alors, maintenant, on va recoller tous ces morceaux-là. Quand on empile tous les éléments et qu'on met l'évolution temporelle, l'exposition énergétique de la France, donc entre 1995 et 2022, elle a cette forme-là. Elle passe par un maximum en 2008. Encore une fois, on n'a pas l'explication, nous. On ne fait que le mesurer à ce stade. On peut le voir, alors quand on a envie de le dire de manière un peu pessimiste, on dit, voyez ici 30 ans de politique énergétique de la France, il n'y a rien qu'à bouger, en vrai, quasiment rien. Mais quand même, ça a quand même baissé. On va essayer d'être positif. Ça baisse quand même depuis 2008, puisqu'il y a un max en 2008 et que ça continue à baisser, ça baisse un petit peu. Ça baisse évidemment pas assez, et notamment la partie énergie fossile. On reste avec 72% d'énergie fossile dans notre exposition énergétique, c'est-à-dire 72% d'une énergie qu'on n'a absolument pas dans notre sol et qu'on est obligé d'importer complètement. Et alors là, on va regarder un peu plus d'où vient cette énergie. Alors j'ai fait un zoom sur le pétrole, je peux vous faire un zoom sur le gaz si vous voulez, mais là on a fait un zoom pétrole. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe? Alors sur cette carte, vous voyez les pays. Alors ici, c'est les États. Je vais essayer d'avoir un truc Bon, je vais prendre celui-là par exemple. Non, on voit pas bien. Voilà, celui-là. Le grand rond bleu, c'est la production actuelle du pays considéré. Le rond en bleu clair, qui est plus petit, c'est la production qu'on anticipe en 2050. Et qui est lié à nos deux précédents rapports, nos 3 précédents rapports. Et puis le petit rond orange, je ne sais pas si vous le voyez bien sur cet écran-là, ça se voit ou il y a un orange, alors c'est bien sûr si j'ai le truc dessus, vous ne voyez pas, il y a un orange pointillé ici, c'est la consommation qu'on anticipe du pays en 2050. D'accord ? Compte tenu de tous les efforts qu'il va faire aussi dans sa politique énergétique et climatique. En tout cas, ce qu'il a annoncé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit d'abord les gros clients, ou plutôt les gros fournisseurs, sont et resteront les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Irak. Bon, c'est les noms qu'on a actuellement dans les journaux. Tout ceci n'est pas très étonnant. Ici, on a les principaux fournisseurs de la France, ce n'est pas tous les pays producteurs du monde, c'est ceux qui nous fournissent aujourd'hui. Bon, enfin, ça fait déjà une grosse partie des réserves mondiales. Donc, on a ces 4-là qui sont les pays vraiment importants, avec quelques points particuliers à noter. Les États-Unis vont voir leur production vraiment baisser d'ici 2050. Aujourd'hui, ce sont quasiment les plus gros producteurs avec l'Arabie Saoudite. Et leur production va baisser d'ici 2050. La Russie également. Par contre, Irak, Arabie Saoudite, probablement assez peu. On anticipe assez peu de baisse. Ils ont des réserves énormes. Et on n'anticipe pas une baisse de leur production.
La situation russe et la situation américaine, les deux situations sont complètement différentes, puisque la situation américaine fait qu'on anticipe que leur consommation en 2050 restera inférieure à leur production en 2050. Donc ils resteront probablement exportateurs. Ce qui n'est pas le cas de la Russie. Donc la Russie ne devrait plus être exportateur, en tout cas c'est ce que montrent nos études, ne devrait plus être exportatrice en 2050. Et puis Irak, Arabie Saoudite resteront largement exportateurs. Je pense que ça vous donne une clé de lecture un peu de tous les débats qu'il y a en ce moment et toutes les questions qui se passent en ce moment. Et pourquoi il y en a qui... Ça peut être une clé de lecture pour pourquoi il y a des choses qui se passent en ce moment. Parce que, évidemment, si nous on est capable de le faire, il y en a d'autres qui sont capables de le faire, ce genre de remarques. Alors maintenant, on va recoller les morceaux sur un dernier graphe qu'on fait par étapes, parce que celui-là, il est un peu compliqué aussi. On va relier tous les flux d'énergie qui traversent la France. Donc ici, vous avez toute l'énergie qui arrive en France sous forme d'énergie. Donc ce qui est produit en France, ce qui est l'énergie qui est produite en Europe et importée en France, et l'énergie qui est hors Europe et qui arrive sous forme d'énergie en France, donc essentiellement du pétrole et du gaz. Ça fait 1865 TWh. Dans cette énergie, il y en a une partie qui reste en France, mais il y a une partie qui est réexportée. C'est-à-dire que la France est exportateur d'énergie et pas que d'électricité. La France exporte aussi beaucoup de pétrole, enfin de produits pétroliers raffinés et de gaz. Notamment, on reçoit du GNL. Alors ça, c'est le chiffre 2022. Ça évolue ces dernières années, mais en 2022, on reçoit du GNL, donc du gaz naturel liquéfié. On le regazéifie, on le met dans les tuyaux et on l'envoie à nos voisins. Et ça représente des volumes relativement importants, puisque vous voyez, à l'ensemble, et si on rajoute en plus l'électricité, on est à 450 TWh, ce qui n'est pas complètement une paille non plus. Sur ces 1039 TWh donc, qui restent en France, qui sont utilisés dans les machines en France, il y en a une partie qui va servir pour le mode de vie des Français. Mais vous en avez une partie aussi, et le mode de vie des Français, il a besoin aussi d'énergie qui va revenir d'Europe sous forme de biens et services importés depuis l'Europe, ici, et de biens et services importés depuis le reste du monde. Alors là, on a fait le chaînage jusqu'où viennent les différentes énergies pour les biens et services importés. Et puis, bien sûr, dans les biens et services, la France produit des biens et services qu'elle va réexporter en Europe et réexporter hors Europe. Et donc ici, vous avez le chaînage, l'ensemble, les flux plutôt, le Sankey, on dira pour être propre, le Sankey de l'ensemble des flux d'énergie pour l'économie française. Tout ça, c'est compté en énergie finale, je le rappelle, hein, parce que c'est un point important. Et donc, ça correspond à l'utilisation dans les machines de notre économie de l'énergie. Que peut-on dire si on regarde ce graphe? C'est d'abord le pétrole est un point important. On voit ici un de l'espoir dans ce monde, c'est le volume d'énergie en fait qui est consommé, dont on a besoin pour la France, c'est à 80% consommé en Europe. Les machines qui consomment de l'énergie pour l'économie française sont situées à 80% en France et en Europe. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que d'abord, qu'on est en France, c'est chez nous, donc on peut espérer les décarboner. Et si c'est en Europe, on a quand même voix au chapitre sur la politique énergétique qui est menée en Europe. Et la politique industrielle qui est menée en Europe. Les 20% qui restent, il y en a 10% sur les 20% qui restent, il y en a la moitié, on va dire, qui sont en Chine. Et puis l'autre moitié sont répartis sur tous les autres pays du monde. Donc on n'arrivera pas à y faire grand-chose. Voilà, pour conclure, la question qu'on se pose au début, c'est est-ce qu'on est capable de quantifier le socle énergétique nécessaire à la France? Oui, on est capable. Il ne vaut pas 1650 TWh comme c'est écrit dans tous les livres, parce qu'en fait, 1650 TWh, c'est la valeur qui est consommée sur le territoire français.
en réalité, on a besoin de 2550 TWh, 1000 TWh de plus, parce qu'il y a ces problèmes de biens et services. Cette énergie, elle est essentiellement fossile, à 70%. Les énergies fossiles restent au cœur de notre système économique. Et donc, il faut vraiment, quand vous voyez les difficultés qu'on va avoir, on a un vrai sujet. Et donc, former des ingénieurs à la décarbonation, c'est une très bonne nouvelle. Formez-en plein, on en a besoin de plein. Et ces transferts énergétiques et ces fonctionnements de l'économie se font à 80% en Europe, ce qui est la bonne nouvelle, puisqu'en fait, en Europe, on va pouvoir agir dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ce rapport, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors, on fait plusieurs choses. On est en train de travailler sur la partie européenne. Donc, on a globalement les mêmes données là, mais le rapport, on n'a pas fait un rapport sur le sujet, mais on a globalement les mêmes données que celles que je vous ai présentées, mais pour l'Europe. Et puis, on va le faire pour chaque pays européen. En tout cas, plusieurs pays européens, et on espère les faire pour tous. C'est intéressant, on voit que pour l'Europe, l'image il y a des similarités, il y a des différences. On va aller travailler au niveau européen, et je devrais vous quitter à 20h30 ou plus tard pour aller prendre mon train, pour aller discuter à Bruxelles du sujet. Et puis on prévoit un rapport probablement au courant de l'année 2027 sur la question, sur le paragraphe, le périmètre européen. Et sur les domaines spécifiques de l'automobile. En fait, ce qu'a pas dit Alexandre, hein, c'est que ces travaux-là, évidemment, ils doivent alimenter les réflexions sur une électrification rapide et à la fois des usages, mais aussi de la production sur le territoire français et européen. Il y a un grand, oui, si on peut en parler sûrement. Il y a un grand plan d'électrification des usages là qui est en cours de réflexion avec les différents acteurs sous l'égide des ministères, et qui sera normalement présenté au mois de mai, qui va concerner tous les secteurs de l'économie, hein, industrie, bâtiment, mobilité, etc. Ce qu'on raconte dans ce rapport souveraineté, vient alimenter ces réflexions-là, hein. À la fois sur les sujets de décarbonation climatique, mais aussi sur les sujets de moindre dépendance au pétrole. Sur le transport, on a vu que c'était une part importante de nos importations fossiles et de notre consommation énergétique. Et du coup, au Shift, évidemment, on s'est emparé du sujet pour continuer les travaux sur l'automobile et plus largement sur les mobilités routières. Et on a un projet en cours là, qui a commencé en fin d'année dernière et qui va s'attacher aux 3 objectifs qui sont dans les pavés du haut, mais je commenterai que cela. Comment on fait pour accélérer l'électrification et la décarbonation des parcs roulants. Quand je dis des parcs, c'est 2 roues, voitures, véhicules utilitaires et transport, enfin bus et cars. On va regarder ça sous 2 angles qui nous paraissent complémentaires. Le premier, c'est comment on fait pour accélérer le renouvellement de ces parcs-là par des véhicules bas carbone et électriques à batterie, mais aussi comment est-ce qu'il y a des leviers qui permettent de décarboner, donc de réduire la consommation des véhicules thermiques qui vont continuer à rouler pendant quelques dizaines d'années, qui est un peu l'angle mort en fait, hein. On ne s'occupe pas beaucoup du parc roulant en attendant son renouvellement. Et donc on a un sujet là-dessus sur, est-ce qu'il y a des leviers, pour le coup on n'a pas la réponse, des leviers pertinents qui permettraient de baisser la consommation. Je ne sais pas, hein, pour être un peu plus concret, des Clio thermiques qui ne seront renouvelés que dans, je ne sais pas combien, 5 ou 6 ans. Est-ce qu'on peut baisser leur conso sur des actions assez rapides maintenant? Deuxième sujet dont on a déjà parlé avec certains d'entre vous dans la salle, et peut-être en ligne. Est-ce qu'il y a un monde où on a besoin de petits véhicules électriques abordables, c'est-à-dire des engins, des véhicules individuels du quotidien, à minima, qui permettraient d'emporter 4 personnes, un peu de bagages, avec une autonomie de 150 à 200 km, avec des équipements de sécurité au bon niveau, et qui coûteraient très sensiblement en dessous de 15 000 € avant aide à l'achat.
On considère que c'est un enjeu assez majeur pour plusieurs raisons. Un, retrouver des volumes de vente du marché véhicule neuf, les 300 à 400 000 voitures qui nous manquent tous les ans depuis le Covid. En gros, ces trucs-là, c'est ce qu'on avait avant. Hein. C'est le segment A pour les initiés qu'on avait avant. Hein. Mais à des prix très largement inférieurs à ce qui est proposé aujourd'hui. Donc ça nous permettrait de retrouver du marché véhicule neuf. Ça nous permettrait de retrouver, si on s'y prend pas trop mal, et il y a un espace pour ça, moi j'en suis convaincu, des volumes de production en France et en Europe. Et ça nous permettrait d'accélérer le renouvellement du parc par des véhicules décarbonés. Et puis le troisième sujet un peu corollaire aussi, c'est on voudrait mesurer la contribution de l'économie circulaire à la décarbonation de la filière complète. Voilà, j'en dis pas plus. Le projet est en cours. Si ça vous intéresse d'y contribuer, d'y participer, d'y machin, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ce projet, il va courir toute l'année 2026 avec une présentation des résultats intermédiaires fin juin, une présentation du rapport final dans un an à peu près, et on va aller interroger dans un nouvel outil qu'on utilise au Shift qui s'appelle les grandes consultations, c'est-à-dire interroger les professionnels du terrain sur leur relation à la transition, les freins qu'ils y voient et leurs recommandations pour les lever. Sujet passionnant. Et voilà. Est-ce que je fais de la pub pour les prochains événements du Shift? Oui, quand même. Il y en a un le 14 avril au soir, où on présentera les résultats d'un travail transverse, un travail d'ensemble, où il va y avoir à la fois un zoom sur une vingtaine de chantiers techniques qui nous paraissent incontournables pour réussir la transition. Là-dedans, il va y avoir la voiture électrique, certes, il va y avoir des chantiers sur le report modal, mais on va traiter aussi des pompes à chaleur, on va traiter du nouveau nucléaire, des énergies renouvelables, de l'acier bas carbone, bref, des chantiers, encore une fois, qui nous paraissent majeurs à réussir pour la transition. Et puis, dans ce travail-là aussi, qui vous sera présenté le 14 avril, il y aura les résultats ou les grands enseignements qu'on peut tirer d'un outil de modélisation global qu'on a fait, un outil de bouclage, pour vérifier que les trajectoires qu'on propose marchent bien en termes d'énergie, en termes de CO2, en termes d'approvisionnement cuivre, en termes d'emploi, enfin bref, un gros travail de bouclage avec plein de variantes dans tous les sens, c'est passionnant. 14 avril, réservez vos places. Et c'est ici, je crois. Il me semble que oui. Bref, j'en termine là. Merci de votre attention. Merci Laurent et merci Alexandre. Je vais prendre une première question, Olivier, c'est ça? Oui, je vais ouvrir le bal. Il paraît que c'est toujours la première question qui est la plus difficile, puis après, je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres. D'abord, merci beaucoup pour ces présentations. Moi, je trouve toujours absolument éclairant de retrouver des grands équilibres entrée-sortie dont on avait perdu complètement les notions ou la visualisation. J'ai deux questions. Une, le traitement que vous faites des exports est un peu dissymétrique du traitement que vous faites des importations. Quelque part, si vous dites quelle est notre exposition française en termes d'énergie, moi j'aurais tendance. Alors, qu'on rentre le contenu énergétique des importations, oui, mais quelque part, comme on est en flux, on n'est pas en argent, on n'est pas en valeur ajoutée, on devrait sortir les exportations. Or, vous les gardez dedans dans votre chiffre principal, votre indicateur leader. Et ça, j'aimerais que vous m'expliquiez parce que intuitivement, j'aurais peut-être fait différemment. Le deuxième point, est-ce que vous avez déjà, là je fais un peu un spoiler, mais on voit une exposition notamment en importation d'énergie, en contenu énergétique à 80% de l'Europe et une dépendance à 20% du reste du monde. Et on le voit sur d'autres sujets de politique publique. Les Européens n'ont pas toujours les mêmes intérêts, ne sont pas toujours alignés. Et est-ce que sur les premiers travaux que vous faites actuellement sur la dimension européenne,
vous trouvez des caractéristiques d'exposition qui sont assez homogènes en Europe, qui peuvent, je dirais, fonder l'espoir qu'il y ait une réaction globale de l'Europe avec des intérêts très alignés sur ces sujets-là, ou bien il y a une divergence de situation qui, sur ces enjeux-là, nous conduira à de longues négociations avant de trouver un consensus. Évidemment, si on parlait que de l'électricité, on connaît la réponse. La situation est très divergente. Là, vous parlez de l'énergie globalement. Et donc, la divergence qu'on peut avoir sur nos parcs de production d'électricité, est-ce qu'elle est noyée dans la masse de la totalité de l'énergie, pouvant ouvrir un espoir à une politique globale assez convergente pour les intérêts des uns et des autres? Alors, sur la première question. En fait, ce dont vous parlez, c'est l'empreinte. Ça serait une empreinte énergétique, à l'équivalent d'une empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on aurait, on soustrairait de ce qui est consommé en France, ce qui est consommé en France pour les exportations. On s'est posé la question, on a fait les deux calculs. Honnêtement, on a fait les deux calculs. Il nous est apparu à la fin que globalement, deux choses. D'abord, comment on pourrait imaginer un système énergétique qu'on découperait et on retirerait les exports? On sait bien qu'une chaîne industrielle, ça ne fonctionne pas comme ça. On sait, par exemple, que, pour reprendre un exemple d'actualité, il n'est pas possible de maintenir l'outil industriel qui fournit l'armée française si on ne vend pas des armes. Et donc, on est bien obligé de prendre le système dans son ensemble. Et donc, on n'a pas voulu découper. L'autre raison aussi, c'est que si on arrêtait nos exports, si on disait, bah non, mais les exports, on ne les compte pas, ça voudrait dire quelque part, on pourrait s'en passer. On pourrait se passer de nos exportations de biens et de services. On pourrait se passer de nos exportations d'énergie. Ce qui poserait un vrai problème économique à la France. Et à mon avis, on tiendrait 2-3 ans comme ça, pas plus. On exporte globalement pour 400 milliards d'euros en France. On importe globalement pour 500 milliards d'euros en France. On aurait 500, au lieu d'avoir 100 milliards d'euros de déficit de balance commerciale, là je suis seulement sur les biens, de balance commerciale sur les biens, on aurait 500 milliards d'euros de déficit de balance commerciale et ça tiendrait 3 ans et au bout d'un moment on aura un énorme problème. Donc en fait, on s'est dit on ne peut pas séparer. En vrai, on ne peut pas séparer. Ça a du sens de raisonner en empreinte quand on raisonne en plan d'urgence. C'est-à-dire on imagine une coupure d'un seul coup, et bon, bah, de toute façon, ce sera le bazar partout, et on est une logique de guerre, de survie, et donc là, on regarde de quoi on a besoin juste pour nous, quoi. Mais quand on veut réfléchir sur le long terme et bâtir une vision de l'économie, on est obligé de considérer les exportations. C'est pour ça qu'on a intégré les exportations. La deuxième question était la situation européenne. Alors, on n'a pas encore les autres pays européens. On peut quand même se dire que ça va être très différent, ne serait-ce que parce qu'ils ont certains des ressources propres. Il y a des pays en Europe qui ont des ressources fossiles. Alors, quand on parle de l'Europe, là, on parle d'une Europe un peu élargie où on intégrerait la Norvège. La Norvège, la question de la décarbonation de la Norvège n'a pas du tout le même sens, même s'ils sont très en avance d'ailleurs, notamment sur la mobilité, n'a pas du tout le même sens et la même saveur que la décarbonation pour la France. La Norvège est assise sur un tas de gaz qui alimentent leur fonds souverain, ils vendent leur gaz et ils en vivent très bien. Ils n'ont pas la même urgence que nous sur cette question-là. Donc oui, on aura des résultats très différents, c'est certain. Donc, de ce point de vue-là, on s'attend à avoir des différences. On a d'autres différences. La question qu'on se pose, c'est aussi comment ça va boucler. C'est-à-dire que si la France travaille essentiellement avec ses voisins européens, est-ce que c'est le cas de tous nos voisins européens? Ça, c'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un pays d'Europe dont l'essentiel de ses importations viennent en dehors de l'Europe. Je sais pas, un pays qui est frontalier de l'Europe, un pays qui a une histoire particulière, et lui, il importe d'en dehors de l'Europe. Et là, ça sera un peu différent, effectivement, d'un point de vue politique. Donc, voilà. Donc, ce qu'on dit, nous, plutôt, c'est qu'il faut, en fait, monitorer à la fois au niveau européen, parce que c'est au niveau européen que la question a du sens d'un point de vue de la politique commerciale, etc., puisque
On a créé un marché unique européen, on a créé des politiques européennes. On ne peut pas isoler un pays dedans, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc en fait, on est obligé d'avoir une politique européenne, mais il faut également monitorer pays par pays, parce qu'on peut très bien avoir un pays qui est très différent ou qui vit mal sa transformation au moment, et il suffit qu'un pays dévisse en Europe pour que l'ensemble de l'Europe parte. Il faut que et les pays aillent bien et l'Europe aille bien. Donc en fait, les deux sont assurés. Mais on n'a pas encore les résultats en détail des pays. Mais on s'attend à avoir des différences. Hein. Première question d'un étudiant du CNAM Gara que je les salue au passage. Concernant les enjeux climatiques sur l'extraction des matières premières pour la fabrication des batteries électriques, on remplace les véhicules dits polluants avec l'utilisation des énergies fossiles par des composants qui sont très polluants. Est-ce que cela a été étudié? Alors, la question est légitime et elle se pose à chaque fois qu'on parle de voitures électriques. Alors, deux éléments de réponse. Hein. Le premier, c'est que même les mines sont en train de se décarboner, y compris les engins miniers lourds. Si vous tapez sur Internet, vous allez trouver des engins qui commencent à s'électrifier. Ce qu'il faut regarder, c'est quand même bien le global, hein. C'est-à-dire l'analyse en cycle complet et le bilan carbone complet. Et là, encore une fois, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas photo quand l'électricité du pays où la voiture roule est décarbonée. Hein. Il n'y a pas photo. Le kilométrage moyen où on rembourse, entre guillemets, le déficit CO2 lié à la fabrication de la batterie est de l'ordre de 30 000 km à peu près. Donc 2 ans et demi de roulage en moyenne. Hein. Donc ça s'amortit assez vite. Et après, les gains sont assez considérables en bilan complet CO2. Est-ce que ça répond à la question ? Daniel, je vais juste ajouter un tout petit truc quand même. Il y a quand même une différence fondamentale entre un monde fossile et un monde électrique. C'est que le fossile, une fois que vous l'avez brûlé, c'est fini. Donc c'est un monde sans fin. Hein. Alors qu'on peut imaginer, alors certes à terme, pas tout de suite, mais que le monde électrique à batterie nous fasse rentrer dans une espèce de bouclage, de fermeture de la boucle de l'économie circulaire. Hein. Tous les matériaux qui sont nécessaires à la fabrication d'une batterie sont recyclables, sont collectables, recyclables, et peuvent être raffinés pour rentrer à nouveau dans la fabrication de batteries neuves. Donc, c'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui fait le lien entre la partie production, importation de pétrole en Europe. Je crois que ce que vous disiez, on a vu les graphes hein, avec une forte baisse de la production de nos deux principaux fournisseurs. Il me semble que ce que disaient vos rapports avant était que la disponibilité baisserait d'à peu près 30 ou 40% d'ici 2050. Environ, je crois, en Europe. Enfin, c'est l'ordre de grandeur que j'ai en tête, mais c'était dans vos précédents rapports de mémoire. Enfin, bref, une forte baisse de la disponibilité de pétrole en Europe, a priori. Et moi, je voudrais faire le lien avec la mobilité. On voit qu'elle est essentiellement carbonée, le parc roulant, il est carboné. Et il y a 3 options, hein, donc le véhicule électrique plus les petits véhicules et les véhicules électriques. Est-ce que, selon toi, Laurent, on est, avec le rythme actuel, au bon rythme pour faire face aux pénuries quand elles seront là, à un rythme carrément pas le bon du tout, ou est-ce qu'on est carrément dans les choux, j'allais dire, et que ça, on n'y arrivera pas, et que donc forcément, ça va, c'est l'offre qui va limiter l'usage des véhicules de pétrole, ouais. Est-ce que c'est l'offre de pétrole qui va limiter carrément, ou est-ce qu'on va arriver à peu près à faire le lien entre les deux?
Alors, sur la première question. En fait, c'était pas forcément une question, c'était plus Ouais. le constat que nos deux principaux fournisseurs vont largement baisser et donc l'offre de pétrole va largement baisser en Europe d'ici une vingtaine d'années. Oui, c'est effectivement. Ça correspond à ce qu'on avait raconté en 2021 dans le rapport pétrole. Ouais. Oui. Et sur la deuxième question, Est-ce que selon toi, ça va matcher, c'est-à-dire ça va baisser la dispo et on va nous décarboner la mobilité. Donc est-ce qu'à un moment ça va plus ou moins matcher les deux courbes ou est-ce que ça va pas matcher du tout et qu'on va avoir du coup des problématiques de disponibilité de pétrole, de diesel, de gasoil en Europe? est-ce que les pompes seront vides? Ouais, Je ne sais pas, on n'a pas regardé. ça c'est pas, on n'a pas croisé un peu la Non, baisse de la non, mais disponibilité et puis la baisse de la demande pour l'usage qu'on a aujourd'hui de notre mobilité. on n'a pas regardé parce on doit pas avoir. Enfin, je sais pas si. Enfin, on n'a pas, à ma connaissance, de projection du volume de pétrole disponible en France. Donc, j'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. Ok. Sorry. Quel niveau de risque voyez-vous qui pourrait limiter la transition énergétique dans le domaine automobile qui serait dû à l'augmentation de nouveaux besoins énergétiques, exemple l'IA, data center, etc. Ces nouveaux besoins pouvant capter les moyens de production électrique au détriment de secteurs nécessitant une transition. Ouais, alors ça, c'est une excellente question, ça, quand même. Vous aurez quelques éléments de réponse le 14 avril, teasing. Mais je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que dans tous les scénarios qu'on manipule, il y a dans tous les secteurs une certaine forme de maîtrise de la demande, pour le dire pudiquement, sobriété pour utiliser un gros mot. Si on ne maîtrise pas la demande, alors sur la mobilité, ça peut se traduire de différentes façons. Hein. Des véhicules plus sobres, plus petits, plus légers, plus ce qu'on veut. Peut-être moins de kilomètres parcourus en voiture. Enfin bon, c'est ce genre de sobriété-là qu'on manipule. Si on fait aucun effort de maîtrise de la demande, et si la consommation électrique des data centers notamment continue sur la pente sur laquelle on est, là, il y a des risques qu'on ne soit pas très, très bien. Hein. Donc oui, il y a un risque fort. Et le deuxième facteur limitant enfin limitant. Le deuxième facteur qu'on commence à regarder au shift, alors on n'est pas encore des experts, mais on aspire à le devenir, c'est la consommation de cuivre. Le cuivre, on en utilise depuis longtemps, dans plein de secteurs. La transition va en demander davantage. Je ne sais pas si vous avez suivi les évolutions du prix du cuivre, de la tonne de cuivre. Là, on est passé de, si je ne dis pas de bêtises, 7 000 à 13 000 $ la tonne, là, en pas longtemps. C'est un truc à surveiller. Et une bonne façon de se prémunir d'une explosion du besoin en cuivre, c'est là aussi une certaine forme de maîtrise de la demande. Des batteries de taille maîtrisée, des voitures de taille maîtrisée, etc. Y compris dans les logements et ailleurs. Mais c'est un truc sous contrôle qui peut être, enfin qu'il faut mettre sous contrôle et qui peut être limitant dans la transition, mais pas que dans la mobilité pour le coup. Oui, je voulais faire un complément sur la partie data center. Dans les graphes que je vous ai montrés là, il n'y a pas les data en fait. Il n'y a pas l'énergie dont ont besoin les Français, l'énergie consommée par les besoins des Français en termes de data, si les data centers ne sont pas en France. Alors, on l'a évalué avec une règle de 3, ça fait quelque chose entre 10, 20, 30 TWh peut-être. Donc, sur tous les graphes, on est sur des centaines de TWh. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement négligeable. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi c'est pas là? Parce qu'en fait, toute la circulation de data passe complètement sous les radars notamment des douanes. Et tous ces fichiers, tous ces calculs-là sont faits avec les fichiers douanes. C'est-à-dire c'est les douanes qui savent combien il y a de tonnes de trucs qui passent en France, tel acier, tel machin, combien il y en a qui rentrent, combien il y en a qui sortent, etc. Les data, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Et donc on est sur une matière là
qui échappe au contrôle des États, en fait, qui a un contenu énergétique, qui rend un service, et qui ne rend pas forcément un service l'endroit où il est traité. Le data center qui est installé en France, vous n'avez aucune raison de penser qu'il travaille pour la France. Il travaille peut-être pour l'Allemagne, il travaille peut-être pour les États-Unis, pour Singapour ou pour je ne sais qui. Et quand on l'installe en France, par contre, l'impact physique et l'architecture physique, elle est bien en France. C'est-à-dire que la consommation d'énergie sera en France, le renforcement du réseau sera fait en France, l'impact environnemental, notamment sur les besoins en eau, seront en France, pour un service qui concernera peut-être pas du tout les Français. Et donc, il y aura la question de la juste rémunération de ce service qu'on rend aux autres, et ne serait-ce qu'avoir conscience du service qu'on rend. Et aujourd'hui, on n'a aucune garantie de ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de data center, mais ça veut dire qu'il y a quand même un vrai angle mort là, dans notre réflexion industrielle, qui est de construire des outils qui vont certes consommer de l'électricité et soutenir la demande, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a un problème de déséquilibre offre-demande sur l'électricité, mais qui peuvent être un lock-in de consommation d'énergie à horizon 2030, 2035, quelque chose comme ça, où là, l'électrification générale de la société française aura bien démarré. Les moyens de production ne sont pas arrivés en masse d'électricité ne seront pas arrivés en masse en France, et on aura peut-être un moment où on aura une congestion et qui sera liée à des data centers qui, en plus, travailleront peut-être pas pour les Français. Ou peut-être même pas du tout pour les Européens. Enfin, on ne sait pas du tout pour qui bossent ces trucs-là. Donc il y a un sujet derrière de gouvernance, derrière ces data centers, qui est assez profond et qui aujourd'hui échappe à beaucoup de monde. En fait, on a beaucoup de mal à voir. Et en plus, c'est extrêmement soudain. Hein, les data centers, c'est très soudain. Même les systèmes énergétiques, qui sont des systèmes à évolution lente, construire un réseau électrique, typiquement, on fait des schémas à 10 ans, voire plus, etc., etc. Tirer la moindre ligne, ça prend des années. Mettre le moindre outil de production, vous mettez entre 5 et 10 ans à minimum pour mettre un moyen de production. Enfin, tout ça, c'est très, très long. Et les data centers, eux, s'installent très vite. Et donc, ils arrivent comme ça d'un seul coup, ce qui pose une vraie question, notamment aux États-Unis, où là, eux, ils sont partis très vite. Et on se retrouve avec des situations aberrantes du style, ils alimentent des data centers avec des turbines à gaz qu'ils ont mis juste à côté des data centers parce qu'ils n'ont pas eu le temps de raccorder le réseau électrique. Le réseau électrique n'a pas le temps d'arriver pour alimenter les data centers. Donc, il y a toutes ces questions-là. C'est un sujet en soi, quoi. Hein. Et en plus, c'est porteur de valeur d'un point de vue économique. Donc, pourquoi s'en priver aussi? Donc il y a toutes ces tensions-là derrière qui sont aujourd'hui en réflexion côté Shift. Y a-t-il une autre question dans la salle? Je suis désolée, c'est mon ancien chef, je suis obligée de le faire passer avant. Merci pour la présentation. Vous avez donné finalement l'état actuel de la situation en disant bah voilà combien d'énergie on a besoin en France. Si on se projette et si on essaye demain d'avoir un système qui soit viable, qui nous amène vers un respect des constantes pour faire bien la transition, ça voudrait dire combien d'énergie? Et ça, comment est-ce qu'on peut imaginer ce que ça veut dire pour finalement les usages? Parce que là, on est très, très entre ingénieurs, physiciens, très froid. Mais derrière, ce que ça veut dire, c'est des usages différents, des modes de vie différents. Donc, aujourd'hui, 2550, demain, combien? Et pour faire quoi? Alors, c'est une question qui est merci de la poser, qui est très intéressante. À double titre. Alors, d'abord, à titre purement égoïste, Shift, dans les développements qu'on imagine sur ces travaux-là, ça devient un outil de prospective. C'est-à-dire qu'on rentre dans la politique publique et on voit comment ça se déforme. Donc voilà, ça fait partie des développements qu'on imagine. Aujourd'hui, on est absolument incapable de le faire. Hein. On n'a pas du tout les moyens matériels de le faire, mais ça fait partie des choses qu'on essaye de discuter. Derrière ça, il y a une autre question aussi, qui est
on connaît bien, enfin on a des scénarios en France, on a plein de scénarios pour la décarbonation de la France et l'atteinte du net zéro en 2050. Donc, chaque think tank a fait le sien. Il y a la trajectoire nationale bas carbone de l'État. L'État a mis sa Marianne sur une trajectoire. On sait ce que ça représente en énergie. Tout ça, ça a été fait. Bon, mais c'est toujours ce qui est fait en France. Et derrière ça, il y a aussi toujours la fameuse inconnue de la sobriété, qui est le terme de bouclage. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit à côté Shift. C'est-à-dire qu'au vu du Shift, on dit on produit tout ce qu'on peut, on fait l'efficacité énergétique tout ce qu'on peut, et puis la différence, ça sera la sobriété. Et combien elle vaut? Et voilà, là, c'est le débat d'experts. Et donc, derrière cette question-là, ça veut dire que ce travail qu'on fait là, on le fait là en énergie finale. Dans les évolutions qu'on aimerait faire, c'est regarder en énergie utile. Parce que quand on a énergie utile, là, on a... Vous voyez, énergie utile, ça parle à tout le monde, énergie utile? L'énergie finale, c'est ce que vous payez à votre compteur. L'énergie utile, c'est ce qui sort sur l'axe de la roue de la voiture. Et entre deux, il y a un rendement de 40%. Si je ne me trompe pas, quand c'est un moteur thermique. Et donc, ça changerait notamment la forme du graphique si on bascule en énergie utile. Donc ça, c'est la première brique qu'il faudrait regarder et qui permettrait de voir, finalement, si je bascule tout en énergie utile, du coup, quand je vais électrifier les systèmes électriques entre énergie finale et énergie utile, il n'y a quasiment plus d'écart. Le gros écart, la perte de rendement, elle est entre énergie primaire et énergie finale sur les systèmes électriques. Et sur les systèmes fossiles, la perte de rendement, elle est entre l'énergie finale et l'énergie utile. Et donc, ça remettrait tout le monde au même niveau et ça permettrait de voir comment ça se passe. Et puis, à la fin, donc on verrait, si j'électrifie tout, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme énergie nécessaire et est-ce que je peux la couvrir avec de l'électricité? Donc l'énergie utile, ça sera très intéressant, mais aujourd'hui, on n'a pas les bases qui nous permettent de convertir toutes ces consommations d'énergie finale en énergie utile, et notamment tous les process industriels. Sur le transport, on saurait le faire, mais par les process industriels, on ne sait pas le faire. Donc il faut qu'on regarde ça. Donc ça va être c'est un point un peu technique. Et puis, il y a un autre point qui est le point de la gouvernance, parce qu'il y a de toute façon, vous voyez bien qu'il y a énormément de cette énergie qui ne se passe pas chez nous. Et donc ça veut dire qu'il faut faire un scénario Europe. Si on ne fait pas un scénario Europe, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'en fait, ce qu'on consomme chez nous, c'est 2000 TWh globalement. Hein. 1600, c'est la consommation en énergie finale pour le pays, et 2000 si on intègre, si on intègre les exports. Mais si je veux intégrer les imports, je rajoute les 500 TWh. Et les 500 TWh, eux, ils sont dans d'autres pays. Donc il y a une question de gouvernance d'ailleurs. Alors, ils sont surtout en Europe, c'est ce qu'on voit. Mais est-ce qu'on a un scénario européen de net zéro avec les consommations d'énergie? Là, j'en suis pas sûr du tout. Aujourd'hui, au niveau européen, ça n'existe pas, ces scénarios détaillés. La stratégie nationale bas carbone au niveau européen, elle n'existe pas. Il y a une trajectoire d'émissions et chaque pays fait sa trajectoire. Mais on n'a pas cette construction globale. Et ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Au niveau européen, on est dans une situation un peu... et donc là, on quitte la pure technique, on arrive dans la question de la gouvernance, on est un peu dans une situation un peu bizarre, qu'on a une gouvernance nationale, très centrée sur le national, avec un marché complètement libre et européanisé, et donc avec une circulation des biens et des services et des personnes complètement libres là-dedans. Et donc forcément, les entreprises et les personnes, elles se déplacent dans l'espace qu'on leur laisse libre. Et elles optimisent là-dedans. Et on a une gouvernance qui, elle, est séparée, avec un niveau européen qui n'arrive pas à se caler bien. Et donc, ça pose ces questions-là. Est-ce qu'on y arrivera? Aujourd'hui, on ne sait pas. Personne ne sait. Parce que personne n'a en capacité de faire le travail. Parce qu'il y a un problème fondamental de gouvernance à discuter à ce niveau-là. Prochaine question. Donc déjà, félicitations pour la qualité et la pertinence de vos travaux. Félicitations et merci. La décarbonation est quand même une sacrée opportunité de retrouver de la souveraineté dans tous ses bons sens du terme, que ce soit en termes d'activité, de dépendance. Donc c'est un sacré projet, un projet français et surtout projet européen. Donc l'idée est de shifter, pour reprendre le Shift Project, l'idée de shifter, de pouvoir shifter. Donc ma première question, c'est est-ce que tous vos travaux sont-ils bien pris en compte dans les sphères supérieures,
où là où ils ont peut-être plus la main et les leviers pour. Hein. Je pense aussi au PPE, au plan sur l'énergie. Il était question aussi à un moment donné d'un plan à 30 ans. Il y avait un des politiques qui le gérait, mais je ne sais pas ce qu'il en est de ce plan-là à 30 ans. Est-ce qu'on a un plan à 30 ans en France? Donc, première question, c'est est-ce que tous ces travaux-là sont bien pris en compte dans les sphères supérieures? Et la deuxième question, c'est quid de la sphère politique? Parce que c'est le maillon indispensable. C'est le maillon indispensable pour pouvoir shifter. Aujourd'hui, la politique, c'est une élection présidentielle tous les 5 ans. Donc, quid de la prochaine élection présidentielle? Comment pouvoir activer tous ces sujets-là dans la prochaine élection présidentielle? À la dernière, moi, j'aurais pensé, sûrement naïvement, que ça allait être le sujet ou un des sujets de l'élection présidentielle. Je ne pense pas qu'on en ait entendu parler. Il faut qu'à la prochaine élection présidentielle, on en parle et que ce soit un des sujets, voire le sujet. Alors, est-ce qu'ils sont bien pris en compte? Non. La réponse est simple. Est-ce qu'ils sont? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout entendus. Mais ça veut dire quand même que, évidemment, ils ne sont pas bien pris en compte. Mais c'est pas étonnant. Enfin, ils ne peuvent pas être pris en compte intégralement. Parce que voilà, nous, on fait nos études d'ingénieur, on fait notre travail, même si on travaille en collaboration avec les gens, avec les personnes qui sont concernées, avec ceux qui vont faire la transition. Et évidemment qu'il y a quand même un arbitrage politique à un moment à faire. Et c'est normal qu'il y ait ce débat et ce flou. C'est le fonctionnement normal de nos démocraties. Est-ce qu'il faudrait que Alors, est-ce que c'est pris en compte dans la PPE? Donc, la PPE, là, on est vraiment sur un objet très technique. On va rarement dans ce niveau de détail, côté Shift Project. On a quand même des remarques à faire sur ces PPE, hein, on a quand même des choses à dire. La PPE qui a été présentée, elle ne nous satisfait évidemment pas complètement. On peut quand même essayer, j'essaye d'être positif, de noter, hein, parce qu'on est en déprime collective en ce moment, donc on va essayer d'être quand même un peu positif. La PPE, quand même, là, va nous faire passer sous 50% d'énergie fossile d'ici 2030-2035. Hein. C'est quand même historique. C'est-à-dire que la majorité de l'énergie qu'on va consommer en France, si on suit la PPE, la trajectoire de la PPE, ne sera plus de l'énergie fossile. C'est pour moi une bascule assez historique, et on arrive même on va passer à du 60-40 en fait en 2035. Donc il y a quand même des choses qui sont marquées dans cette PPE qui ne résistera peut-être pas à 2027 et probablement pas, mais en tout cas elle inscrit des choses qui sont des ambitions qu'on peut saluer. Après, elle a plein d'autres défauts et j'applaudis absolument pas des demain cette PPE, vous ne voyez pas ça comme un blanc-seing. Mais il y a quand même des messages qui sont intéressants de ce point de vue-là. Est-ce qu'il faut que ce soit au centre de la campagne présidentielle de 2027? Oui et non. Oui, il faut que ce sujet soit débattu à un moment. Mais il y a un risque à ça, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que ça devienne un sujet purement politique. Et malheureusement, quand c'est un sujet purement politique, on s'éloigne rarement on reste rarement sur le fond scientifique. Et après, ça devient je suis pour parce que l'autre, il est contre. Oui, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Et ouais, c'est pour ça que je dis oui et non. Oui, parce que c'est un sacré projet. C'est un projet qui va impacter beaucoup de monde dans la société. Oui, parce que c'est quand même compliqué de dire on va faire évoluer à ce point-là la société sur ses fondements sans que ce soit débattu démocratiquement. Ça, c'est un vrai sujet. Par contre, l'ambiance politique aujourd'hui, le mode de fonctionnement du monde politique aujourd'hui qui vise à se distinguer à chaque fois qu'on a une élection, et donc de prendre une position non pas sur son fondement, mais quand même pour un certain nombre d'entre eux, uniquement une position relative par rapport à leur adversaire, risque de nous emmener dans une espèce de balancier qui serait délétère. Ce qu'on voit un petit peu aux États-Unis.
Aux États-Unis, vous avez les républicains et les démocrates, et vous avez des républicains qui sont climato-sceptiques de plus en plus. Pourquoi on ne sait pas trop. Et les démocrates qui portent la question climatique. Et donc on est dans une dichotomie qui s'est créée et ça devient identitaire. Et donc là, on a un problème quand on est comme ça. Parce qu'on arrive à une fracture sociétale. Et c'est vraiment pas souhaitable. Là, on ne fera pas du tout une transition. Donc, je sais pas. Hmm. Oui. Alors, il y a deux leviers, en fait. Hein. Il y a un levier qui, effectivement, les corps intermédiaires et tout ce que vous représentez, c'est-à-dire les citoyens et les gens qui s'intéressent à ces questions-là, qui sont sur ce sujet-là et qui vont pousser avec chacun leur sensibilité politique. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'elles ont la possibilité de s'exprimer dans ces scénarios-là. C'est-à-dire que toutes les sensibilités politiques, toutes les façons de répartir l'effort ou répartir la richesse ou tout ce que vous voulez peuvent s'exprimer dans le cadre d'une politique de décarbonation. Mais il faut et donc chaque sensibilité politique peut trouver sa place. Mais il faut que là, à ce moment-là, que la société française, et en tout cas une partie de la société française, commence à s'intéresser au sujet. L'autre option, c'est de dire on arrive à créer un consensus et un socle où là, le politique, comme ça s'est passé dans le passé en France, hein, il y a des sujets qui étaient consensuels, quelle que soit la couleur politique. Et il y en a encore aujourd'hui. Donc, on arrive à créer un socle qui fait que le personnel politique se met autour de la table et dit on est d'accord sur l'objectif, mais on n'est pas d'accord sur le modèle de société associé, et donc on va discuter du modèle de société. Et très bien, et c'est bien sa fonction. Et c'est normal qu'il y ait des débats politiques, et c'est normal qu'il y ait de la démocratie. Enfin, il faut qu'il y en ait. On va faire un gros débat politique, excusez-moi. Ok, je me dépêche. Merci beaucoup encore pour la conférence. Je me permets de rebondir sur la question de mon voisin de derrière qui était extrêmement intéressante et qui rebondissait bien sur de toute façon l'idée globale que vous exprimez et qui a été exprimée dans toutes les vidéos sur lesquelles j'imagine plein de gens dans cette salle se sont également endormis par Monsieur Jancovici, qui est sur le fait que finalement il y a deux axes là pour amener à cette souveraineté, cette décarbonation, qui sont l'intensité carbone d'un côté de l'énergie qu'on consomme et la baisse de la quantité d'énergie qu'on consomme. Il y a bien les deux volets qui sont clairement exposés dans les 2550 TWh que vous exposiez juste avant. Et sur la question de la projection dans le futur, alors certes, il y a peut-être des mondes idéaux, etc., mais juste déjà sur les scénarios de référence qu'on a aujourd'hui. Il y a des annonces qui ont quand même été faites. Comme beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans l'automobile qui sont peut-être dans cette salle, il y a aussi des annonces qui sont faites par les constructeurs sur l'idée qu'en 2030, on a des scénarios à 80% de véhicules purs électriques et un peu de rednexanine, etc. Enfin, est-ce qu'il y a quand même, vous avez quand même une projection sur, je sais pas moi, dans 10 ans, 15 ans, quel serait ce même graphique sur la base de ces scénarios? Vous avez plein de questions auxquelles on n'a pas encore les réponses. C'est marrant. Ça fait typiquement partie de ce qu'on veut regarder dans le projet automobile dont je vous ai parlé là. Donc on va essayer de scénariser des trajectoires suivant le taux d'électrification. Donc j'ai pas la réponse ce soir, mais on va essayer d'éclairer ça, ouais. Oui, très clairement. C'est un des objectifs principaux de ce projet, en effet. Question.
ça marche peut-être mieux avec ce micro-là. Donc merci à tous et à toutes pour être venus jusqu'à nous dans l'amphi en affrontant les transports parisiens, que ce soit à pied, à vélo ou en métro. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoints à distance. On était très contents de vous recevoir pour cette conférence de notre 27e édition des conférences sur le thème de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'environnement. Et on remercie encore une fois, et je pense qu'on peut encore les applaudir, nos 2 conférenciers du Shift Project. Donc voilà, on a quand même eu beaucoup de monde ce soir en présentiel et à distance. Donc merci à toutes et tous. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous à l'occasion d'autres événements du Shift Project, mais aussi dans le cadre de nos conférences l'année prochaine, au mois de mars, on l'espère encore, avec la SIA, la SIAR, les Arts et Métiers Institut de Technologie et le CNAM, bien sûr. Bonne soirée à tous.